Maman, à partir de demain, voici tes nouvelles responsabilités dans cette maison. Les mots de Céline résonnèrent dans ma tête, tandis que je parcourais la feuille qu'elle venait de me tendre. Ce n'était pas une suggestion, ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Ma propre fille, dans ma propre maison, me remettait un planning de travail comme si j'étais une employée domestique fraîchement engagée. Si tu n'es pas d'accord, continua-t-elle, sa voix glaciale, un ton qu'elle avait perfectionné ces derniers mois, tu peux faire tes valises et partir. Cette maison a besoin de quelqu'un qui aide vraiment, pas de quelqu'un qui occupe juste de l'espace. Mes mains tremblaient en lisant la liste. 6 heures du matin, lever et préparer les petits déjeuners. 7 heures, habiller les enfants et les conduire à l'école. 8 heures, retour pour le ménage général de la maison. 9 heures, lessive et étendage du linge. 10 heures, préparation du déjeuner. La liste continuait heure par heure jusqu'à 23 heures où, selon ce document, je devais repasser les vêtements pour le lendemain. Et évidemment, ajouta Thomas depuis le canapé, sans même lever les yeux de son téléphone, tout cela inclut le paiement des charges de la maison. C'est à ça que sert ta pension de retraite. Non, je restais là, debout au milieu de mon propre salon. Le même salon où j'avais accueilli Céline à sa naissance il y a 34 ans, où j'avais célébré ses anniversaires, où je l'avais consolée quand elle pleurait après ses premiers chagrins d'amour. Maintenant, cette même enfant me regardait avec une froideur qui me glaçait jusqu'aux os. Tu n'as pas beaucoup de temps pour décider, maman, dit-elle en se peignant les ongles d'un rosé éclatant. Thomas a déjà parlé avec un avocat. Comme nous vivons ici depuis plus de 2 ans et que nous entretenons la maison, nous avons des droits. Alors, tu peux être notre employé et rester, ou tu peux partir et nous resterons de toute façon. La menace était claire. Dans ma propre maison, avec l'acte notarié à mon nom, ma fille me faisait chanter. Soit je devenais sa servante personnelle, payant toutes les dépenses et travaillant sans relâche, soit j'étais expulsée pour qu'il puisse tout prendre. Réfléchis bien, poursuivit Céline en soufflant sur ses ongles fraîchement vernis. À ton âge, où vas-tu trouver un endroit où vivre avec une pension de 550 euros? Au moins ici, tu as un toit, de la nourriture, et tu peux voir tes petits-enfants tous les jours. À moins, bien sûr, que tu préfères vivre seul dans une chambre misérable quelque part. Thomas laissa échapper un rire cruel. En plus, ma belle, soyons réalistes. Qu'est-ce que tu vas faire d'autre de ta vie? Au moins comme ça, tu te sentiras utile. C'est mieux que de regarder la télévision toute la journée comme les vieilles dames de ton âge. Mes petits-enfants étaient par terre, jouant avec leurs tablettes, complètement inconscients de la conversation qui était en train de détruire mon monde. Lucas, 8 ans, leva les yeux vers moi un instant et demanda: Mamie, tu vas faire le goûter? J'ai faim. C'était la normalité la plus cruelle. Pour eux, j'étais déjà la femme de ménage, la personne qui arrange les choses, nettoie, cuisine, sert. Pas la grand-mère qui les aimait, pas la femme qui avait travaillé 40 ans pour acheter cette maison. J'étais juste la domestique gratuite, toujours disponible. Écoute, maman. Céline se leva et marcha vers moi, posant une main condescendante sur mon épaule. Ce n'est pas qu'on ne t'aime pas, on t'aime beaucoup. C'est pour ça qu'on te donne l'opportunité de rester. Mais les choses doivent changer. Cette maison a besoin d'ordre et quelqu'un doit être responsable de tout faire fonctionner. Et pourquoi est-ce quelqu'un doit être moi? Réussis-je à murmurer, retrouvant ma voix pour la première fois dans cette conversation cauchemardesque. Parce que tu es celle qui ne travaille pas, répondit Thomas sans lever les yeux. Nous, on travaille, on étudie, on a de vraies responsabilités. Toi, tu touches juste ta pension et tu ne fais rien de productif. Je me sentis comme si j'avais reçu une gifle. 40 ans à travailler comme secrétaire dans une administration publique. 40 ans à me lever à 5 heures du matin, à prendre 2 bus pour aller au travail, à économiser chaque centime pour acheter cette maison. 40 ans à élever Céline seule après que son père nous avait abandonnés quand elle n'avait que 3 ans. Rien de productif, répétai-je, sentant les mots m'étouffer. Toutes ces années à entretenir cette maison, payer les factures, acheter votre nourriture, garder vos enfants pendant que vous sortez, laver vos vêtements, nettoyer vos désordres. Ce n'est pas du travail, maman, m'interrompit Céline avec ce sourire condescendant que j'avais appris à détester. C'est ce que fait n'importe qui vit dans une maison. La différence, par exemple, c'est que maintenant, ça va être organisé avec des horaires fixes pour que tout fonctionne mieux. Je regardais autour de mon salon. Les meubles que j'avais achetés avec tant de sacrifices étaient ruinés. Le canapé en cuir, que j'avais mis 2 ans à rembourser, avait des taches de nourriture et des déchirures causées par les enfants qui sautaient dessus sans que personne ne les corrige. La table basse en bois, qui avait été ma fierté, était couverte de marques de verre et d'assiettes chaudes que personne ne prenait la peine de poser sur des dessous de verre. Sur les murs, mes photos de famille avaient été remplacées par des affiches de films que Thomas aimait. Ma collection de livres avait été reléguée dans un carton au garage pour faire de la place aux jeux, vidéos et aux gadgets électroniques qu'ils achetaient constamment avec l'argent que je leur donnais. En plus, continua Céline en examinant ses ongles avec satisfaction, ça va être bon pour toi, ça va te donner un but. Dernièrement, tu as l'air très déprimé, très ennuyé. Avoir des responsabilités claires va t'aider à te sentir mieux dans ta peau.
La manipulation était si évidente que ça me faisait physiquement mal. Elle me vendait mon propre esclavage comme si c'était une faveur qu'ils me faisaient, comme si devenir leur servante gratuite était une forme de thérapie pour mon bien-être émotionnel. Et tu dois travailler le week-end aussi, ajouta Thomas, levant finalement les yeux de son téléphone. Le samedi, c'est pour le grand ménage de la maison et le dimanche pour préparer les repas de la semaine. Ce n'est pas qu'on soit cruel avec toi, ma belle, c'est juste qu'on a besoin que les choses fonctionnent comme dans une vraie maison. Comme dans une vraie maison, répétai-je, sentant la colère commencer à remplacer le choc. Ce n'est pas une vraie maison, c'est la maison que j'ai achetée, que j'ai entretenue, où je vous ai accueilli quand vous n'aviez nulle part où aller. Oui, mais maintenant on est une famille, répliqua Céline avec cette logique tordue qui me laissait sans voix. Et dans une famille, chacun a son rôle. Le nôtre, c'est de travailler et gagner un revenu. Le tien, c'est de faire fonctionner la maison, c'est équitable. Chloé, ma petite fille de 6 ans, s'approcha et tira sur ma jupe. Mamie, je peux avoir des cookies? Ceux sur le réfrigérateur? Je la regardai et vis dans ses yeux la même attente que j'avais vue dans les yeux de sa mère au même âge. L'attente que mamie dit toujours oui, arrange toujours les choses, soit toujours disponible. Mais maintenant, cette attente venait avec un planning officiel, un contrat non signé, une menace implicite. Dans un moment, mon cœur, lui dis-je en caressant sa tête. Non, interrompit Céline sèchement. Chloé, ta grand-mère va suivre un nouveau planning. Si tu veux quelque chose, tu dois lui demander au bon moment. Il est 16 heures maintenant, et selon le planning, c'est justement son heure de préparation du goûter de toute façon. Je marchais vers la cuisine avec des jambes tremblantes, sentant que chaque pas me menait plus profondément dans un abîme dont je ne savais pas si je pourrais m'échapper. Le planning restait dans ma main, froissé par la pression de mes doigts. C'était comme tenir ma propre condamnation à mort émotionnelle. Quand j'ouvris le placard, je réalisais à quel point il était vide. 3 biscuits cassés au fond d'un paquet, une boîte de thon périmé et un demi-sac de riz. Dans le réfrigérateur, la situation n'était pas meilleure. 2 yaourts que Céline avait achetés pour elle-même, une bière de Thomas et les restes d'un dîner vieux de 3 jours que personne d'autre n'avait voulu manger. Mamie, il n'y a pas de cookies! Cria Chloé depuis le salon avec cette impatience qu'elle avait apprise de sa mère. J'arrive, mon cœur, répondis-je, sachant parfaitement que j'allais devoir improviser avec le peu qu'il y avait, ou plutôt avec le peu qu'il m'avait laissé avoir dans ma propre cuisine. J'entendis les pas de Céline s'approcher. Ses talons résonnèrent avec une autorité qu'il n'avait pas eue dans cette maison auparavant. C'était comme si le simple fait de m'avoir tendu ce papier l'avait transformée en patronne de ma propre vie. Maman, dit-elle en s'appuyant contre le cadre de la porte, tu comprends que c'est pour ton bien, n'est-ce pas? On ne veut pas te voir déprimée, seule, sans but. Comme ça, tu auras quelque chose à faire, quelque chose qui te rend utile. Utile. Ce mot continuait à revenir, comme si mes 40 ans de travail, mes sacrifices, mon amour maternel, tout ça ne comptait pour rien à moins que je ne sois en train de servir leurs besoins immédiats. Et si je refuse? Demandai-je, ma voix à peine audible. Céline sourit, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le sourire de quelqu'un qui sait qu'il tient toutes les cartes. Alors tu pars et nous restons. Thomas a vérifié avec un avocat. Nous avons établi une résidence ici depuis assez longtemps pour avoir des droits. Tu peux partir si tu veux, mais ne t'attends pas à ce que nous partions avec toi. Cette maison restera habitée avec ou sans toi. C'était le coup final. Ma propre fille me menaçait d'expulsion de la maison que j'avais payée avec des décennies de travail acharné. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je restais allongée dans mon lit, le planning à côté de moi sur la table de nuit, et je pensais à comment j'en étais arrivée là. Comment était-il possible que la petite fille que j'avais bercée pendant des nuits entières quand elle était malade, que j'avais encouragée lors de ses premières journées d'école, que j'avais défendue contre tous ceux qui osèrent la critiquer, comment cette petite fille était-elle devenue cette femme froide qui me traitait comme une possession plutôt qu'une personne? Les souvenirs défilèrent dans ma tête comme un film douloureux. Céline avait toujours été exigeante, même enfant, mais j'avais pensé que c'était de l'ambition, du caractère. Je ne l'avais jamais vue comme de l'égoïsme, ou peut-être que je ne l'avais pas voulu voir. Quand elle avait rencontré Thomas il y a 5 ans, j'avais eu des réserves. Il y avait quelque chose dans son attitude désinvolte, dans sa façon de parler de l'argent, comme si c'était quelque chose qui devait simplement apparaître sans effort, qui me dérangeait. Mais Céline était amoureuse, et j'avais gardé mes préoccupations pour moi. Quand ils s'étaient mariés, j'avais payé la moitié de la cérémonie. Quand Lucas était né, j'avais été là tous les jours, les aidant avec les nuits blanches, les couches, les biberons. Quand Chloé était arrivée 2 ans plus tard, je m'étais à nouveau transformée en aide à temps plein. Et puis, il y a 2 ans, quand ils avaient eu des difficultés financières temporaires et avaient demandé s'ils pouvaient rester chez moi juste quelques mois, j'avais dit oui sans hésiter. Parce que c'est ce que font les mères, n'est-ce pas? Elles aident, elles sacrifient, elles mettent leurs enfants avant elles-mêmes. Sauf que quelques mois s'étaient transformés en 6 mois, puis 1 an, puis 2 ans. Et pendant tout ce temps, les difficultés financières temporaires n'avaient jamais semblé s'améliorer, bien qu'ils continuent à acheter de nouveaux téléphones, de nouveaux vêtements, des sorties au restaurant que je n'avais jamais été invitée à partager. Au début, ils avaient participé. Céline faisait parfois la cuisine.
Thomas sortait occasionnellement les poubelles, mais progressivement, imperceptiblement, leur contribution avait diminué pendant que les miennes augmentaient. D'abord, c'était «Maman, peux-tu juste surveiller les enfants ce soir?» Puis «Maman, tu ne voudrais pas préparer le dîner? Je suis tellement fatiguée.» Puis «Maman, tu es déjà à la maison, peux-tu juste faire la lessive?» Chaque demande avait semblé raisonnable sur le moment, chaque fois j'avais voulu aider. Mais maintenant, en regardant ce planning qui transformait mes gestes d'amour en obligations contractuelles, je réalisais comment j'avais été manipulée, lentement, méthodiquement, jusqu'à devenir exactement ce qu'ils voulaient que je sois. Une employée gratuite, sans droit, sans repos, sans respect. Le lendemain matin, je me réveillais avec les yeux brûlants de fatigue et de larmes non versées. C'était 6 heures pile, l'heure où, selon le planning, je devais commencer mes responsabilités. Je restais allongée dans mon lit, écoutant les bruits de la maison qui commençaient à s'éveiller. Thomas qui ronflait dans ce qui avait été mon bureau. Les enfants qui commencèrent à s'agiter dans ce qui avait été ma salle de couture. Céline qui se déplaçait dans la salle de bain, utilisant probablement l'eau chaude que je payais avec ma pension. Ma pension. 550 € par mois. Le fruit de 40 ans de cotisation, 40 ans de travail honnête. Et maintenant, on m'informait que cet argent n'était pas le mien pour en disposer comme je l'entendais. C'était pour les charges de la maison, une maison qui m'appartenait déjà. À 6h30, je me levai. Pas parce que le planning le disait, mais parce que je ne pouvais plus rester couchée avec mes pensées qui tournaient en rond comme des requins affamés. Dans la cuisine, je trouvais Céline déjà assise à la table, son téléphone à la main, attendant visiblement. «Bonjour maman», dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. «Je suis contente de voir que tu commences à suivre le planning. Les enfants vont vouloir des croissants pour le petit déjeuner aujourd'hui. Et Thomas veut du café bien fort.» Je la regardais longuement, cette femme qui avait été mon bébé, mon enfant, mon trésor. Et je vis une étrangère. «Céline», dis-je calmement, «nous devons parler.» «Nous parlons», répondit-elle sans lever les yeux de son téléphone. «Non», insistai-je. «Nous devons vraiment parler, de ce qui se passe ici, de ce que tu me demandes de faire.» Elle soupira, le genre de soupir exaspéré qu'on réserve à un enfant difficile. «Maman, nous avons déjà eu cette conversation hier. Tu as accepté ou tu n'as pas accepté? Parce que si tu n'as pas accepté, il faut que tu commences à chercher un autre endroit où vivre.» «J'ai travaillé toute ma vie pour cette maison», dis-je, sentant ma voix trembler, mais continuant quand même. «J'ai élevé mon enfant toute seule. J'ai fait des sacrifices que tu ne comprendras peut-être jamais. Et maintenant, tu me traites comme si j'étais une charge, comme si ma présence ici était une faveur que vous me faites.» «Mais c'en est une», dit-elle simplement, levant finalement les yeux vers moi. «Maman, tu dois comprendre la réalité. Tu es vieille, tu ne travailles plus. Tu n'as pas beaucoup d'argent. Nous t'offrons un endroit où vivre, de la compagnie, un but. Tout ce qu'on demande en retour, c'est que tu contribues de manière organisée. C'est équitable.» Équitable. Ce mot était comme un couteau qui se tordait dans mon estomac. «Et si je disais non?» demandai-je. «Si je disais que cette maison est à moi, que vous vivez ici parce que je vous ai laissé entrer par gentillesse et que les choses vont changer?» Le visage de Céline se durcit. «Alors nous verrions ce qu'un avocat dit de la situation. Tu nous as invités à vivre ici. Nous avons établi une résidence. Nous avons des droits. Et si tu essaies de nous expulser, je m'assurerai que tu ne revois jamais tes petits-enfants. Jamais.» Le silence qui suivit était assourdissant. Ma propre fille venait de menacer de m'empêcher de voir mes petits-enfants si je ne me soumettais pas à son plan. Dans ce moment, quelque chose se brisa en moi. Pas mon esprit, pas mon cœur, mais quelque chose de plus profond. La croyance que l'amour familial était inconditionnel, la foi que si je continuais à donner, à sacrifier, à aimer, tout finirait par s'arranger. Je réalisais, debout dans ma propre cuisine à 6h30 du matin, que j'avais élevé un monstre. Non pas parce que Céline était née mauvaise, mais parce que je n'avais jamais dit non. Je n'avais jamais établi de limite. J'avais toujours cédé, toujours sacrifié, toujours mis ses besoins avant les miens. Et maintenant, elle croyait sincèrement que c'était son droit que j'existais pour la servir. «Je vais préparer le petit déjeuner», dis-je finalement, ma voix vide d'émotion. Céline sourit, victorieuse. «C'est une sage décision, maman, tu verras. Une fois que tu seras habituée au planning, tout sera beaucoup plus facile.» Je me tournai vers le placard, mais mes mains ne tremblaient non plus. Parce que pendant que je préparais ces croissants, pendant que je faisais ce café fort pour Thomas, je prenais une décision. J'allais jouer leur jeu, pour l'instant. Mais j'allais aussi trouver une solution, parce que je n'étais peut-être pas jeune, je n'avais peut-être pas beaucoup d'argent, mais j'avais quelque chose que Céline avait sous-estimé. J'avais de la dignité, et j'allais la récupérer. Les jours suivants se fondirent en une brume grisâtre d'obligations et d'humiliation. Le planning de Céline n'était pas seulement une liste de tâches, c'était une Bible à laquelle je devais obéir sous peine de remarques acerbes, de regards désapprobateurs et de menaces à peine voilées. Le troisième jour de mon nouveau régime, alors que j'étendais la lessive dans le jardin à 9 heures précises comme le planning l'exigeait, j'entendis une voix familière par-dessus la haie qui séparait nos propriétés. «Madeleine, c'est toi là-bas?» C'était Isabelle Moreau, ma voisine depuis 15 ans.
Une femme élégante de 62 ans, avec des cheveux argentés toujours impeccablement coiffés, et un sourire chaleureux qui pouvait illuminer même les journées les plus sombres. Bonjour Isabelle, répondis-je, essayant de cacher la fatigue dans ma voix. Je ne t'ai pas vue depuis des semaines, dit-elle en s'approchant de la haie. J'ai frappé à ta porte plusieurs fois, mais personne ne répond jamais. Tout va bien? Je regardai vers la maison, où je savais que Céline était probablement en train de me surveiller depuis la fenêtre de la cuisine. Oui, tout va bien, mentis-je. J'ai juste été occupée. Isabelle plissa les yeux, cette expression qu'elle avait quand elle savait que quelque chose n'allait pas. Occupée? Madeleine, tu trembles et tu as perdu du poids. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Les larmes me montèrent aux yeux avant que je puisse les arrêter. Peut-être était-ce parce que personne ne m'avait demandé comment j'allais depuis si longtemps. Peut-être était-ce parce que je voyais dans les yeux d'Isabelle quelque chose que je n'avais pas vu dans ceux de ma propre fille depuis des mois, de l'inquiétude sincère. Je commençai-je, mais ma voix se brisa. Viens, dit Isabelle fermement. Viens chez moi prendre un café. Maintenant. Je ne peux pas, répondis-je automatiquement. Le planning dit que je dois avoir fini la lessive à 9h30 et ensuite je dois préparer le déjeuner à 10h. Le planning répéta Isabelle, ses sourcils se levant. Quel planning? Et c'est là, debout entre nos deux jardins, avec des draps humides dans les mains, que tout sortit. Je lui racontai tout. Le planning, les menaces, l'ultimatum, la façon dont ma propre maison était devenue ma prison et ma propre fille mon geôlier. Isabelle m'écouta sans m'interrompre, mais je voyais son visage devenir de plus en plus sévère à chaque mot. C'est de l'abus, dit-elle finalement, sa voix tremblante de colère. Madeleine, c'est de l'abus pur et simple, tu le comprends, n'est-ce pas? C'est ma fille, murmurai-je. Elle a besoin d'aide, je suis sa mère. Non, dit Isabelle fermement. Elle ne te traite pas comme sa mère, elle te traite comme une esclave. Il y a une différence énorme. Mais elle dit qu'ils ont des droits, qu'ils vivent ici depuis 2 ans, que leur avocat leur ment, interrompit Isabelle. Ou plutôt, ils mentent sur ce que leur avocat a dit. Madeleine, mon fils Pierre est notaire. Tu veux que je lui parle de ta situation? L'espoir s'alluma en moi comme une petite flamme dans l'obscurité. Tu ferais ça? Bien sûr, dit Isabelle, prenant mes mains dans les siennes. Mais d'abord, tu dois venir chez moi maintenant. Laisse cette lessive, laisse ce planning ridicule. Viens prendre un café et parlons de ce que nous pouvons faire. Céline va se mettre en colère, dis-je faiblement. Laisse-la se mettre en colère, répliqua Isabelle. Qu'est-ce qu'elle va faire? Te donner une punition? Te mettre au coin? Tu es une femme adulte dans ta propre maison, Madeleine. Il est temps que tu te le rappelles. Cette simple déclaration, dite avec tant de conviction, me frappa comme un éclair de clarté. Elle avait raison. J'étais une femme adulte. J'avais vécu 66 ans, travaillé 40 ans, élevé un enfant seul. Pourquoi laissais-je cette situation continuer? D'accord, dis-je doucement. D'accord, allons prendre ce café. Dans la cuisine douillette d'Isabelle, avec une tasse de café au lait et un croissant frais devant moi, je me sentis comme si j'étais revenue à la civilisation après des mois dans la nature sauvage. Alors, dit Isabelle en s'asseyant en face de moi, commençons par les faits. Cette maison, elle est à ton nom, correctement? Oui, j'ai l'acte notarié. Je l'ai acheté il y a 20 ans. Et ils vivent là depuis 2 ans sans payer de loyer? Oui, au début, c'était censé être temporaire. Quelques mois pendant qu'ils se remettaient sur pied financièrement. Mais, mais ils ne sont jamais partis, termina Isabelle. Et maintenant, ils prétendent avoir des droits sur ta propriété? C'est ce que Céline dit, que leur avocat a confirmé qu'ils ont établi une résidence. Isabelle secoua la tête avec dégoût. Établir une résidence ne signifie pas avoir des droits de propriété. Ça signifie simplement qu'ils vivent là. S'ils devaient partir, tu devrais suivre les procédures légales d'expulsion, c'est vrai. Mais la maison reste ta propriété. Ils ne peuvent pas te forcer à partir de ta propre maison. Mais Céline a dit. Céline ment, dit Isabelle catégoriquement. Ou au mieux, elle déforme la vérité. Madeleine, écoute-moi bien. Tu as tout le pouvoir ici. Pas eux. Tu es la propriétaire. Tu as le droit de décider qui vit dans ta maison et à quelles conditions. Je sentis quelque chose se relâcher dans ma poitrine, quelque chose qui avait été serré pendant si longtemps que j'avais oublié ce que c'était de respirer librement. Mais que puis-je faire? Demandai-je. Si j'essaie de les confronter, Céline dit qu'elle ne me laissera jamais voir Lucas et Chloé, et je ne peux pas perdre mes petits-enfants. C'est la seule chose qui rend tout ça supportable. Isabelle prit une longue gorgée de son café, ses yeux pensifs. C'est exactement ce qu'elle veut que tu penses. Elle utilise les enfants comme otages émotionnels. Mais réfléchis, Madeleine. Si tu prends position maintenant, établis des limites saines, les enfants apprendront quelque chose d'important. Ils apprendront que l'amour ne signifie pas l'exploitation, que les grands-mères méritent le respect. Ah, mais s'ils souffrent pendant le processus, ils souffrent déjà, dit Isabelle doucement. Ils apprennent à traiter les personnes âgées comme des serviteurs. Ils apprennent que l'amour peut être conditionnel, manipulateur.
Est-ce vraiment les leçons que tu veux qu'ils apprennent? Je n'avais pas pensé à ça. J'avais été tellement concentrée sur le maintien de la paix, sur le fait d'être présente pour mes petits-enfants, que je n'avais pas considéré quel genre d'exemple je leur donnais. Alors que devrais-je faire? Demandai-je, sentant pour la première fois depuis des jours quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. D'abord, dit Isabelle sortant son téléphone, je vais appeler Pierre. Il va te donner des conseils juridiques appropriés. Ensuite, nous allons élaborer un plan. Mais Madeleine, tu dois être prête à tenir bon. Ils vont résister. Céline va pleurer, manipuler, menacer. Thomas va faire de même. Mais tu dois te rappeler que tu fais cela non seulement pour toi, mais aussi pour eux. Pour eux? Répétai-je confuse. Oui, dit Isabelle, parce que continuer à leur permettre de t'exploiter ne leur rend pas service. Ça ne fait que renforcer leur narcissisme, leur sentiment d'avoir droit à tout. En établissant des limites, tu leur apprends une leçon qu'ils doivent apprendre, que les actions ont des conséquences et que l'amour familial ne donne pas le droit d'abuser. La conversation avec Pierre, le fils d'Isabelle, fut révélatrice. Il écouta ma situation avec une attention professionnelle, posant des questions précises, prenant des notes. Madame Beaumont, dit-il finalement, sa voix claire dans le haut-parleur du téléphone, je vais être très direct avec vous. Votre fille et son mari n'ont absolument aucun droit légal sur votre propriété. Le fait qu'ils y vivent depuis 2 ans ne leur donne pas de droit de propriété. Pas en France. Pas dans aucun système juridique raisonnable. Mais ils ont menti, dit Pierre simplement. Ou ils ont mal compris, ou ils ont consulté quelqu'un qui leur a dit ce qu'ils voulaient entendre. Mais la loi est claire. C'est votre maison. Vous avez le droit de décider qui y vit. Et si je veux qu'ils partent? Alors vous avez le droit de leur donner un préavis légal. En France, pour les occupants sans bail, vous devez généralement donner un préavis de trêve hivernale si nous sommes en hiver. Mais sinon, un préavis raisonnable suffit. Je recommanderais 2 mois, par écrit, remis officiellement. Et s'ils refusent de partir? Alors nous entamons une procédure d'expulsion. Ce n'est pas rapide, je ne vais pas vous mentir. Ça peut prendre plusieurs mois, mais vous gagnerez, il n'y a aucun doute là-dessus. Et qu'en est-il de leur menace de m'empêcher de voir mes petits-enfants? Un silence. Puis Pierre dit, sa voix plus douce, Madame Beaumont, je ne suis pas avocat spécialisé en droit de la famille, mais je peux vous dire ceci. Les grands-parents ont des droits en France. Si votre fille tente de vous empêcher de voir vos petits-enfants sans raison valable, vous pouvez aller devant un juge aux affaires familiales. Le tribunal considère généralement que maintenir des liens avec les grands-parents est dans l'intérêt de l'enfant. Je sentis des larmes couler sur mes joues, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de désespoir, c'étaient des larmes de soulagement. Alors je ne suis pas impuissante, murmurai-je. Vous n'avez jamais été impuissante, dit Pierre gentiment. Vous avez juste été amenée à le croire. Après avoir raccroché, je restai assise dans la cuisine d'Isabelle, essayant de traiter tout ce que je venais d'apprendre. Alors demanda Isabelle, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, admis-je. C'est tellement. C'est ma fille, Isabelle. Je l'aime. L'idée de la mettre dehors? Tu ne la mets pas dehors, corrigea Isabelle. Tu établis des limites saines. Il y a une différence. Et si elle choisit de ne pas respecter ses limites, alors elle fait le choix de partir. Mais le choix est le sien, pas le tien. Mais si elle me déteste après? Te déteste-t-elle maintenant? Demanda Isabelle. Vraiment? Ou t'exploite-t-elle simplement parce que tu le permets, Madeleine? Il est possible qu'en établissant des limites, tu perdes quelque chose. Mais ce que tu perdras, ce n'est pas l'amour de ta fille, c'est son accès illimité à ton exploitation. Et honnêtement, n'est-ce pas une perte que tu peux te permettre? Je réfléchis à ces paroles. Quand avait été la dernière fois que Céline m'avait dit qu'elle m'aimait sans rien vouloir en retour? Quand avait été la dernière fois qu'elle m'avait demandé comment j'allais, vraiment demander et écouter la réponse? Je dois y réfléchir, dis-je finalement. Bien sûr, dit Isabelle. Mais pendant que tu réfléchis, souviens-toi de ceci. Tu mérites mieux que ça. Tu n'es pas une employée, tu n'es pas une esclave. Tu es une femme qui a travaillé dur toute sa vie, qui a fait des sacrifices, qui a donné de l'amour, et tu mérites d'être traitée avec respect et dignité. Quand je retournai chez moi 1 heure plus tard, je trouvai Céline qui faisait les 100 pas dans le salon, son visage rouge de colère. Où étais-tu? Demanda-t-elle dès que j'entrai. Le planning dit que tu devais avoir le déjeuner prêt à 10 heures. Il est 11 heures. J'étais chez Isabelle, répondis-je calmement. Chez Isabelle? Répéta Céline, incrédule. Tu étais en train de bavarder avec la voisine pendant que nous mourions de faim ici? Personne ne meurt de faim, dis-je, regardant Thomas affalé sur le canapé avec un paquet de chips. Et j'avais besoin de parler à quelqu'un. Parler de quoi? Demanda Céline, ses yeux se rétrécissant. Tu n'as rien parlé de notre arrangement, n'est-ce pas? Parce que c'est une affaire de famille, ça ne regarde personne d'autre. Notre arrangement, répétai-je, sentant quelque chose durcir en moi. Tu veux dire l'arrangement où tu me transformes en servante non payée dans ma propre maison? Cet arrangement?
Céline sembla choquée que j'ose parler ainsi. Maman, nous avons déjà eu cette conversation. Si tu n'es pas contente avec notre accord, tu sais ce que tu peux faire. Oui, dis-je doucement. Je sais ce que je peux faire. Et c'est exactement ce dont j'ai parlé avec Isabelle, et avec son fils, qui se trouve être notaire. Le visage de Céline pâlit. Tu as parlé à un avocat? Un notaire, corrigeai-je. Et il m'a dit des choses très intéressantes sur mes droits en tant que propriétaire de cette maison. Thomas se redressa sur le canapé, son attention soudainement focalisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dis-je, ma voix devenant plus forte, que j'ai fait quelques recherches et j'ai découvert que beaucoup de choses que vous m'avez dites sont fausses. Tu oses nous accuser de mentir? Demanda Céline, sa voix montant d'une octave. Je ne t'accuse pas, répondis-je. Je constate des faits. Et le fait est que cette maison m'appartient, que vous n'avez aucun droit légal sur elle, que je peux décider qui y vit et à quelles conditions. Le silence qui suivit était électrique. Céline et Thomas échangèrent un regard, et je vis quelque chose passer entre eux. De la panique? De la culpabilité? Maman, commença Céline, sa voix soudainement plus douce, plus manipulatrice. Tu as mal compris. Nous ne disons pas que la maison est à nous. Nous disons juste que nous avons des droits en tant que résidents. C'est différent. Est-ce? Demandai-je. Parce que tu m'as menacé d'expulsion, dans ma propre maison. Je n'ai jamais dit ça, mentit-elle effrontément. Tu as mal interprété. J'ai le planning, dis-je. Écrit de ta main, me transformant en employé domestique non payé. C'était juste une suggestion pour mieux organiser la maison, dit-elle rapidement. Tu prends tout tellement au sérieux. C'était fascinant, de manière horrible, de voir comment elle essayait de réécrire l'histoire en temps réel, comment elle tentait de me faire douter de ma propre mémoire, de ma propre réalité. C'était, j'ai appris plus tard, ce qu'on appelle le gaslighting, faire douter quelqu'un de sa propre perception de la réalité. Je ne prends rien au sérieux, dis-je calmement. Je comprends enfin ce qui se passe ici, et ça va changer. Qu'est-ce qui va changer? Demanda Thomas, se levant maintenant, une menace implicite dans sa posture. Tout, répondis-je. Absolument tout. Cette nuit-là, je restais éveillée pendant des heures, pensant à la conversation dans la cuisine d'Isabelle, pensant aux mots de Pierre, pensant à toutes les fois où j'avais cédé, compromis, sacrifié pour garder la paix. Et je réalisais quelque chose d'important. La paix que j'avais essayé de maintenir n'était pas la paix du tout. C'était la capitulation. C'était le silence de quelqu'un qui a abandonné sa propre voix. Le lendemain matin, je me levais avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'avais pris ma décision. Il était temps de récupérer ma vie. Il était temps de récupérer ma maison. Il était temps de récupérer ma dignité. Et peu importe combien Céline allait résister, combien Thomas allait menacer, j'allais tenir bon. Parce que j'avais enfin compris quelque chose que j'aurais dû comprendre depuis longtemps. On ne peut pas aimer quelqu'un jusqu'à ce qu'il te respecte. Mais on peut se respecter soi-même assez pour ne plus tolérer le manque de respect. Et c'était exactement ce que j'allais faire. Le lundi suivant, je me rendis au cabinet de maître Laurent Dubois, l'avocat qu'Isabelle m'avait recommandé. Son bureau se trouvait dans le centre-ville, dans un bâtiment ancien, avec des moulures au plafond et des fenêtres qui donnèrent sur une place tranquille, avec une fontaine. Maître Dubois était un homme d'une cinquantaine d'années, avec des lunettes à monture dorée et une présence rassurante. Il me fit asseoir dans un fauteuil en cuir confortable et écouta mon histoire sans m'interrompre, prenant des notes occasionnellement. Madame Beaumont, dit-il finalement, posant son stylo, ce que vous décrivez s'appelle de l'exploitation d'une personne âgée. C'est pris très au sérieux par la loi française. Personne âgée, répétai-je avec un petit sourire amer. Je ne me sens pas si vieille, mais je suppose que légalement. Vous avez 66 ans, dit-il gentiment. Aux yeux de la loi, vous êtes dans une catégorie protégée. Et ce que votre fille et son mari ont fait, essayer de vous forcer à travailler sans compensation, menacer de vous expulser de votre propre propriété, utiliser vos petits-enfants comme leviers émotionnels, tout cela constitue une forme d'abus. Mais qu'est-ce que je peux faire? Demandai-je. Je veux qu'ils partent, mais je ne veux pas détruire ma relation avec ma fille. Et surtout, je ne veux pas perdre mes petits-enfants. Maître Dubois croisa les mains sur son bureau. Voici ce que je propose. Nous allons procéder par étapes. D'abord, je vais rédiger une lettre officielle de ma part, informant votre fille et son mari qu'ils doivent de quitter les lieux dans un délai de 2 mois. Cette lettre expliquera également que toute tentative d'intimidation ou de représailles sera considérée comme du harcèlement et pourra entraîner des conséquences légales. Et s'ils refusent de partir? Alors nous entamons une procédure d'expulsion. Je ne vais pas vous mentir, Madame Beaumont, cela peut prendre du temps, plusieurs mois peut-être, mais vous gagnerez. La loi est de votre côté. Et mes petits-enfants? Pour ça, dit Maître Dubois, nous allons inclure dans la lettre une référence aux droits des grands-parents en France. Si votre fille tente de vous empêcher de voir vos petits-enfants, nous pourrons saisir le juge aux affaires familiales. Les tribunaux français reconnaissent généralement que maintenir des liens avec les grands-parents est dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
Je sentis un poids énorme se soulever de ma poitrine. Alors je ne suis pas sans recours. Vous n'avez jamais été sans recours, dit-il, répétant les mots de Pierre. Vous avez juste été amenée à le croire par des personnes qui avaient intérêt à ce que vous vous sentiez impuissante. Combien cela va-t-il coûter demandai-je, pensant à ma modeste pension. Mes honoraires sommaires sont de 150 € de l'heure, dit-il. Mais pour la lettre initiale et les conseils, nous pouvons convenir d'un forfait de 500 €. Si nous devons aller en justice, nous en rediscuterons. Il existe aussi une aide juridictionnelle si vos revenus sont limités. 500 €. C'était presque une pension entière. Mais c'était aussi le prix de ma liberté. D'accord, dis-je. Faisons-le. Maître Dubois sourit. Bien, je vais préparer la lettre aujourd'hui. Elle sera envoyée par recommandé avec accusé de réception demain. Dans l'intervalle, je vous conseille de documenter tout, garder une trace de toutes les interactions avec votre fille et son mari. Si possible, communiquez par écrit, par SMS ou email. Et surtout, ne vous laissez pas intimider. Et si les choses deviennent difficiles? Si vous vous sentez menacé d'une quelconque manière, appelez la police immédiatement. N'hésitez pas. Votre sécurité est la priorité. Quand je quittais le cabinet de Maître Dubois, je me sentais à la fois terrifiée et libérée. J'avais franchi un point de non-retour. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le trajet en bus jusqu'à la maison me sembla durer une éternité. Je répétais dans ma tête ce que j'allais dire, comment j'allais réagir quand Céline et Thomas recevraient la lettre. Mais aucune préparation mentale ne pouvait vraiment me préparer à ce qui allait suivre. Quand j'arrivai à la maison, je trouvai Céline dans la cuisine, préparant son déjeuner. Elle me jeta un regard glacial. Tu étais où demanda-t-elle. Tu as encore ignoré le planning. J'avais un rendez-vous, répondis-je calmement. Un rendez-vous? Quel genre de rendez-vous? Ça ne te regarde pas, dis-je, et les mots sortirent de plus facilement que je ne l'aurais cru. Céline laissa tomber son couteau sur le comptoir. Ça ne me regarde pas, maman? Tu vis dans notre maison? Ma maison, corrigeai-je. C'est ma maison, Céline. Mon nom sur l'acte notarié, ma propriété. Nous avons déjà eu cette conversation, dit-elle, sa voix devenant dangereuse. Tu peux jouer à la propriétaire tant que tu veux, mais nous avons des droits. Non, l'interrompis-je. Vous n'en avez pas. J'ai vérifié. Avec un vrai avocat. Le visage de Céline devint blanc, puis rouge. Tu as été voir un avocat? Oui. Et il va t'envoyer une lettre cette semaine. Une lettre officielle te demandant de quitter cette maison dans les 2 mois. Le silence qui suivit était assourdissant. Céline me regardait comme si je venais de la gifler. Tu ne peux pas faire ça, dit-elle finalement, sa voix tremblante. Tu ne peux pas nous mettre à la rue comme ça. Nous avons des enfants. Et vous avez aussi des emplois, répondis-je. Vous pouvez trouver votre propre appartement. Avec quoi? Cria-t-elle. Tu sais combien coûte un loyer? Nous n'avons pas les moyens. Alors peut-être que vous auriez dû y penser avant de me traiter comme une employée domestique non payée, dis-je, ma voix restant calme malgré mon cœur qui battait la chamade. Thomas entra dans la cuisine, attiré par les cris. Qu'est-ce qui se passe ici? Elle, dit Céline en me pointant du doigt, comme si j'étais une enfant désobéissante, a été voir un avocat. Elle veut nous expulser. Thomas se tourna vers moi, son visage durcissant. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous avons des droits. Non, vous n'en avez pas, répétai-je. Et mon avocat l'a confirmé. Vous avez 2 mois pour trouver un autre endroit où vivre. Et si nous refusons? Demanda Thomas, s'avançant vers moi d'une manière qui me fit reculer instinctivement. Alors mon avocat entamera une procédure d'expulsion, dis-je, essayant de garder ma voix ferme. Et vous partirez quand même, mais avec une expulsion sur votre dossier. Tu ne ferais pas ça à ta propre fille, dit Céline, et maintenant il y avait des larmes dans ses yeux. De vraies larmes ou des larmes de manipulation? Je ne savais plus. Maman, s'il te plaît, pense aux enfants. Pense à Lucas et Chloé. Tu veux vraiment les rendre sans abri? Vous ne serez pas sans abri, dis-je. Vous trouverez un appartement. Nous ne pouvons pas payer un loyer et des charges, cria Céline. Tu le sais. Alors peut-être qu'il est temps d'apprendre à vivre selon vos moyens, répondis-je, comme le reste d'entre nous. Céline me regarda avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. De la haine pure. Je ne peux pas croire que tu fasses ça, après tout ce que nous avons fait pour toi. Tout ce que vous avez fait pour moi, répétai-je, incrédule. Qu'avez-vous fait exactement? Vivre gratuitement dans ma maison? Utiliser mon argent? Me transformer en servante? Nous t'avons donné une famille, cria Céline. Nous t'avons donné des petits-enfants. Nous t'avons donné un but. Sans nous, tu serais juste une vieille femme seule et pathétique. Les mots me frappèrent comme des coups physiques. Mais quelque chose en moi, quelque chose qui avait été endormi pendant si longtemps, se réveilla avec une force féroce. Non, dis-je doucement. Sans vous, je serais une femme libre. Une femme qui peut disposer de sa propre pension comme elle l'entend. Une femme qui peut décider de sa propre vie. Et c'est exactement ce que je vais redevenir. Si tu fais ça, dit Céline, sa voix devenant froide, calculée, tu ne reverras jamais tes petits-enfants. Jamais. Je m'en assurerai.
Mon avocat m'a informé sur les droits des grands-parents, répondis-je. Si tu essaies de m'empêcher de voir Lucas et Chloé, nous irons devant un juge, et je ne pense pas que le tribunal appréciera d'apprendre comment vous m'avez traité. Céline et Thomas échangèrent un regard. Je pouvais voir les rouages tourner dans leur tête, cherchant une nouvelle approche, une nouvelle manipulation. Maman, dit Céline, sa voix soudainement douce, suppliante, je suis désolée, d'accord? Je suis désolée si nous avons été trop durs avec toi. On peut en discuter, on peut trouver un arrangement. Tu n'as pas besoin d'aller jusqu'à nous expulser. C'était fascinant de voir comment rapidement elle pouvait changer de tactique, de la rage à la supplication en quelques secondes. L'arrangement est simple, dis-je. Vous avez 2 mois pour partir, c'est non négociable. Mais où veux-tu qu'on aille? Pleura Céline, et maintenant les larmes coulaient librement. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça, je t'en supplie. Je sentis mon cœur se serrer. C'était ma fille, après tout. La petite fille que j'avais bercée, nourrie, aimée. Mais je me souvins des mots d'Isabelle. Ce que tu perdras, ce n'est pas l'amour de ta fille, c'est son accès illimité à ton exploitation. Je suis désolée, Céline, dis-je, mais ma décision est prise. Les jours suivants furent les plus difficiles de ma vie. La tension dans la maison était palpable. Céline oscillait entre la rage silencieuse et les crises de larmes dramatiques. Thomas m'ignorait complètement, sauf pour me lancer des regards noirs quand nous nous croisions. Mais le pire, c'était avec les enfants. Lucas et Chloé ne comprenaient pas ce qui se passait, mais ils sentèrent que quelque chose n'allait pas. Chloé me demanda un soir: Mamie, pourquoi maman pleure tout le temps? Parce que les adultes ont parfois des désaccords, mon cœur, lui dis-je, la tenant près de moi. Mais ça va s'arranger. Maman dit que nous devons partir, dit Lucas, ses grands yeux sérieux fixés sur moi. Elle dit que c'est ta faute? Mon cœur se brisa. Parfois, quand les adultes vivent ensemble trop longtemps dans une petite maison, ils ont besoin de leurs propres espaces, expliquai-je. Ça ne veut pas dire que nous ne nous aimons pas. Mais tu nous aimes toujours, n'est-ce pas, mamie? Demanda Chloé, sa petite voix pleine d'inquiétude. Je vous aime plus que tout au monde, dis-je, sentant les larmes me monter aux yeux. Et je vous aimerai toujours, peu importe où vous vivez. Cette nuit-là, Céline vint dans ma chambre. C'était la première fois qu'elle entrait dans mon espace privé depuis des mois. Les enfants pleurent, dit-elle. Tu es contente maintenant? Tu es en train de leur briser le cœur. Je ne leur brise pas le cœur, répondis-je fatiguée. Je leur apprends que les relations saines ont des limites. Des limites? Cracha-t-elle. Tu parles comme ces psychologues qui a 2 balles de la télé. C'est Isabelle qui t'a mis ces idées dans la tête? Cette vieille femme seule et amère? Isabelle est mon amie, dis-je calmement, et elle m'a aidée à voir ce que je refusais de voir. Qu'est-ce que tu refusais de voir? Demanda Céline avec défi. Que tu me maltraitais, dis-je simplement. Que tu profitais de moi. Que tu me traitais comme une possession plutôt qu'une personne. Je ne t'ai jamais maltraité? Cria-t-elle. Je t'ai donné un but, une raison de te lever le matin. Tu m'as donné un planning, corrigeai-je. Un planning qui me transformait en servante non payée. C'était pour organiser la maison. C'était pour me contrôler, et ça a fonctionné pendant un moment, mais plus maintenant. Céline me regarda longuement, et je vis quelque chose changer dans ses yeux. Une réalisation, peut-être, qu'elle avait vraiment perdu cette bataille. Tu vas le regretter, dit-elle finalement. Quand tu seras seule dans cette grande maison vide, tu vas regretter de nous avoir chassés. Peut-être, admis-je. Mais au moins ce sera ma solitude, dans ma maison, selon mes propres termes. Elle sortit en claquant la porte. La lettre de maître Dubois arriva 3 jours plus tard, par recommandé. Je vis le facteur la remettre à Céline, qui signa la réception avec une main tremblante. Elle déchira l'enveloppe immédiatement, là, sur le pas de la porte, et je la vis lire, son visage passant du blanc au rouge, puis au violet. 2 mois, dit-elle en entrant, agitant la lettre vers moi. Tu nous donnes 2 mois pour trouver un endroit et déménager, avec 2 enfants, en plein milieu de l'année scolaire? C'est plus que généreux, dis-je. Et l'année scolaire ne change pas. Les enfants peuvent continuer dans la même école. Vous devez juste trouver un appartement dans le même quartier. Avec quel argent? Cria-t-elle. Les appartements ici coûtent au moins 800 € par mois, plus les charges. Alors vous auriez dû y penser avant de dépenser votre argent en téléphone dernière génération et en sorties au restaurant, répondis-je calmement. Thomas apparut, prenant la lettre des mains de Céline. Il la lut, puis me regarda avec quelque chose qui ressemblait presque à du respect. Ou peut-être de la haine, c'était difficile à dire. Vous avez vraiment fait ça, dit-il. Vous avez vraiment engagé un avocat pour nous expulser. Oui, répondis-je simplement. Vous savez quoi? Dit-il, froissant la lettre dans son poing. Tant mieux, on ne voulait pas vivre ici de toute façon. Cette maison est vieille, mal isolée et dans un quartier ennuyeux. On va trouver quelque chose de mieux. Merveilleux, dis-je. J'ai hâte de voir ça. Mais sous sa bravade, je voyais la panique.
Et je compris quelque chose. Ils avaient vraiment cru que je ne ferais jamais ça. Ils avaient cru que ma culpabilité maternelle, mon amour pour mes petits-enfants, ma peur de la solitude, tout cela me garderait sous leur contrôle indéfiniment. Ils s'étaient trompés. Les semaines suivantes furent un mélange étrange de tension et de libération croissante. Céline et Thomas commencèrent à chercher des appartements, et je pouvais voir la réalité de leur situation s'installer. Les loyers étaient effectivement chers, les propriétaires demandèrent des garanties, il fallait payer un dépôt de garantie, le premier mois de loyer, parfois des frais d'agence. Tu vois ce que tu nous obliges à faire me dit Céline un soir, agitant des annonces immobilières. 850 € par mois pour un 3 pièces minable à 21 minutes d'ici. C'est presque tout notre budget. C'est ce que font les adultes, répondis-je. Ils paient pour leur propre logement. Nous ne sommes pas comme toi, cria-t-elle. Nous n'avons pas eu la chance d'acheter quand les prix étaient à jambes bas. Le marché immobilier est impossible maintenant. J'ai acheté cette maison en travaillant 60 heures par semaine pendant des années, dis-je calmement. En prenant le bus parce que je ne pouvais pas me payer une voiture, en mangeant des pâtes pendant des mois pour économiser pour la compte. Je n'ai pas eu de chance, Céline. J'ai travaillé dur. Elle me regarda comme si je parlais une langue étrangère. Et peut-être que je l'étais. Peut-être qu'entre sa génération et la mienne, quelque chose s'était perdu. La compréhension que les choses ont un coût, que le confort se mérite, que personne ne te doit rien. Mais ce n'était plus mon problème à résoudre. Mon problème était de survivre aux 2 prochains mois et de récupérer ma maison, ma vie, ma dignité. Et j'allais le faire. Peu importe le prix. Les semaines qui suivirent l'arrivée de la lettre officielle furent une montagne russe émotionnelle. Certains jours, Céline essayait la route de la culpabilisation. D'autres jours, c'était la colère pure. Et certains jours, particulièrement difficiles, elle oscillait entre les deux plusieurs fois par heure. Tu sais que papa serait déçu de toi, me dit-elle un matin pendant que je préparais mon café. Si papa était encore en vie, il serait horrifié de voir comment tu traites ta propre famille. Je me figeais. Mon ex-mari, le père de Céline, nous avait abandonnés quand elle avait 3 ans. Il n'avait jamais payé une pension alimentaire. Il n'était jamais revenu. Mais maintenant, dans la mémoire sélective de Céline, il était devenu une sorte de saint qui aurait été de son côté. Ton père, dis-je calmement en me retournant vers elle, nous a laissés sans rien. J'ai dû travailler 2 emplois pendant des années pour te nourrir, te vêtir, te donner une éducation. Alors ne me parle pas de ce que ton père aurait pensé. Au moins, il ne nous aurait pas chassés dans la rue, cria-t-elle. Il nous a littéralement laissés dans la rue, répondis-je. Tu étais trop jeune pour t'en souvenir, mais moi, je m'en souviens très bien. Céline détourna le regard, cherchant un nouvel angle d'attaque. Elle le trouva rapidement. Les enfants te détestent, tu sais, dit-elle, sa voix devenant venimeuse. Lucas m'a dit hier qu'il ne voulait plus jamais te parler. Chloé pleure tous les soirs en disant qu'elle veut que sa méchante mamie parte. Je savais que c'était un mensonge. Lucas et Chloé venaient encore me faire des câlins tous les jours, mais les mots faisaient quand même mal comme des éclats de verre dans mon cœur. Si tu leur apprends à me détester, dis-je doucement, c'est ton choix. Mais un jour, quand ils seront plus grands, ils comprendront ce qui s'est vraiment passé. Et ils sauront qui leur a menti. Le visage de Céline se tordit de rage, et pendant un moment, je crus qu'elle allait me frapper. Mais elle se contenta de sortir de la cuisine en trombe, claquant la porte si fort que les tasses tremblèrent sur leurs crochets. Isabelle devint mon ancre pendant cette période. Nous prenions le café ensemble presque tous les matins maintenant, dans sa cuisine ensoleillée où je pouvais respirer librement pendant au moins 1 heure. Comment tiens-tu le coup me demanda-t-elle un jeudi matin, une semaine après l'arrivée de la lettre. Certains jours, je me demande si je fais la bonne chose, admis-je. Quand je vois Lucas me regarder avec ses yeux confus, ou quand Chloé me demande pourquoi tout le monde est triste. Mais tu tiens bon, dit Isabelle. Ce n'était pas une question. Je tiens bon, confirmai-je. Parce que maintenant je sais que si je cède, si je reviens en arrière, je ne récupérerai jamais ma dignité. Ce sera pire qu'avant. Exactement, dit Isabelle, serrant ma main. Et les enfants, ils s'adaptent, ils sont résilients. Ce qui compte, c'est qu'ils voient leur grand-mère se tenir debout pour elle-même. C'est une leçon qui vaut plus que tout le confort temporaire. J'espère que tu as raison, dis-je. Parce que certains jours, j'ai l'impression d'être le monstre que Céline me décrit. Tu n'es pas un monstre, dit Isabelle fermement. Tu es une femme qui a été exploitée et qui a trouvé le courage de dire non. C'est héroïque, pas monstrueux. Pendant ce temps, la recherche d'appartements de Céline et Thomas devenait de plus en plus désespérée. Chaque visite semblait les déprimer davantage. Tu as vu cet endroit me dit Thomas un soir, me montrant des photos sur son téléphone avec un mélange de rage et de dégoût. 880 € par mois pour un trou à rats. Et ils veulent 3 mois de garantie. 3 mois. C'est le marché, dis-je. Le marché est pourri, explosa-t-il. Comment est-on censé payer ça et nourrir nos enfants? Et payer l'essence et... Comment font les autres gens demandai-je simplement. Il me regarda comme si je venais de proférer une hérésie. Les autres gens, cracha-t-il, n'ont pas de famille, tiens, qui pourrait les aider, mais qui choisit de ne pas le faire.
Aider est une chose, répondis-je. Être exploité en est une autre, et vous avez franchi cette ligne il y a longtemps. Il secoua la tête avec dégoût et quitta la pièce. Mais malgré leur résistance, la réalité s'imposait. Ils avaient visité 15 appartements. Ils avaient finalement trouvé un 3 pièces dans un quartier un peu plus éloigné pour 820 € par mois plus 50 € de charge. Petit, basique, mais propre et sécurisé. Nous allons devoir prendre cet appartement, annonça Céline un soir, son ton suggérant que c'était ma faute si elle devait se rabattre sur un logement décent. Même si c'est loin de tout, même si les enfants devront changer de bus pour l'école. Les enfants n'auront pas à changer d'école, dis-je. Le bus scolaire couvre cette zone. Comment tu sais ça? J'ai vérifié, admis-je. Parce que contrairement à ce que tu penses, je me soucie de mes petits-enfants. Céline me regarda longuement, quelque chose d'indéchiffrable passant dans ses yeux. De la surprise? Du respect? De la colère qu'elle ne puisse pas utiliser ça contre moi? Nous avons besoin d'aide pour le dépôt de garantie, dit-elle finalement. 2 400 €, nous ne les avons pas. Et tu veux que je te les prête? Demandai-je. Tu es ma mère, dit-elle, comme si c'était une réponse suffisante. Je réfléchis soigneusement. Maître Dubois m'avait conseillé de ne rien leur donner, qui pourrait être interprété comme un soutien à leurs revendications sur ma maison. Mais d'un autre côté, je voulais vraiment qu'ils partent dans les délais. Je peux te prêter l'argent, dis-je finalement, mais avec un contrat écrit, un vrai prêt avec un calendrier de remboursement. Le visage de Céline se durcit. Un contrat entre mère et fille? Exactement, dis-je. Si tu veux l'argent, ce sera dans ces conditions. Elle partit en furie, mais 2 jours plus tard, elle était de retour, le visage défait. D'accord, dit-elle à voix basse. Le contrat, prépare-le. Je contactai Maître Dubois, qui rédigea un simple accord de prêt. 2 400 € remboursables à raison de 100 € par mois pendant 2 ans. Taux d'intérêt zéro. Généreux dans les circonstances, mais protecteur pour moi. Céline signa le document avec une expression qui mélangeait humiliation et rage. Mais elle signa. Je fis le virement le jour même. Parce que malgré tout, c'était toujours ma fille. Et ses enfants étaient toujours mes petits-enfants. Et je voulais qu'ils aient un toit décent au-dessus de leur tête. Les dernières semaines avant le déménagement furent une surréaliste. L'appartement était rempli de cartons. Céline et Thomas emballèrent leurs affaires avec une efficacité silencieuse et amère. Les enfants, sentant le changement imminent, devinrent collants et anxieux. Mamie, me demanda Lucas un soir, pendant que je l'aidais avec ses devoirs, tu vas venir nous voir dans notre nouvelle maison? Bien sûr, mon cœur, lui dis-je, caressant ses cheveux. Aussi souvent que ta maman me laissera. Maman dit que tu ne voudras pas nous voir, dit-il, sa petite voix tremblante. Elle dit que tu es contente qu'on parte. Mon cœur se serra douloureusement. Lucas, regarde-moi. Il leva ses grands yeux bruns vers moi. Je t'aime plus que tout au monde, toi et ta sœur. Je vais toujours vouloir vous voir, toujours. Alors pourquoi on doit partir demanda-t-il, des larmes dans les yeux. Comment expliquer à un enfant de 8 ans les complexités de l'exploitation, des limites, de l'amour-propre? Parce que parfois, dis-je lentement, cherchant les bons mots, les adultes ont besoin de leurs propres espaces. Ta maman et ton papa ont besoin de leur propre maison où ils peuvent faire leurs propres choix. Et j'ai besoin de mon espace aussi. Mais ça ne change rien à notre amour. C'est bizarre, dit-il, mais il se blottit contre moi, et je le serrai fort, respirant l'odeur de son shampoing aux fruits et stockant ce moment dans ma mémoire. La veille du déménagement, Céline vint dans ma chambre. C'était tard, presque minuit. Je lisais au lit, incapable de dormir. Je peux entrer demanda-t-elle, ce qui était inhabituel. Ces dernières semaines, elle avait pris l'habitude d'entrer sans frapper. Bien sûr, dis-je, posant mon livre. Elle s'assit au bord de mon lit, regardant ses mains. Nous restâmes silencieuses pendant un long moment. Je ne comprends pas, dit-elle finalement. Comment tu peux faire ça? Faire quoi? Nous chasser, tes propres petits-enfants. Sa voix était calme maintenant, presque curieuse plutôt qu'accusatrice. Je ne vous chasse pas, dis-je doucement. Je récupère ma maison. Il y a une différence. Pas pour nous, dit-elle. Pour nous, c'est pareil. Je sais, admis-je. Et je suis désolée que tu le ressentes ainsi. Mais Céline, ce que vous me faisiez, ce planning, ces exigences, ces menaces, ce n'était pas juste. On essayait juste d'organiser la maison, dit-elle, mais sa voix manquait de conviction. Non, dis-je fermement mais gentiment. Vous essayez de me contrôler, il y a une différence. Elle resta silencieuse un moment, puis tu aurais pu juste dire non, tu aurais pu juste refuser de suivre le planning, tu n'avais pas besoin de nous expulser. J'ai essayé de dire non, lui rappelai-je. Et tu m'as menacé d'expulsion, de ne jamais revoir mes petits-enfants. Tu m'as dit que soit je devenais votre servante, soit je partais. Je ne pensais pas vraiment, commença-t-elle, puis s'arrêta. Tu ne pensais pas vraiment quoi? Que je prendrais position? Que je dirais assez, c'est assez? Elle me regarda, et pour la première fois depuis des mois, je vis ma fille.
Pas la femme manipulatrice et exigeante qu'elle était devenue, mais la petite fille insécure qui avait toujours eu peur de ne pas avoir assez. Je pensais que tu m'aimais assez pour tout accepter, murmura-t-elle. C'est exactement le problème, dis-je doucement. L'amour ne devrait pas signifier tout accepter. L'amour devrait signifier le respect mutuel. Mais tu es ma mère, dit-elle, comme si c'était un argument définitif. Exactement, répondis-je. Je suis ta mère, pas ta servante, pas ton employé, pas ta propriété, ta mère. Nous restâmes silencieuses un long moment. Je ne sais pas comment être une bonne fille, dit-elle finalement, sa voix si basse que je dus tendre l'oreille pour l'entendre. Tu commences par traiter les gens avec respect, dis-je, même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. Elle hocha la tête lentement, puis se leva. À la porte, elle se retourna. Je suis désolée, dit-elle, pour tout. C'était la première fois qu'elle s'excusait. Vraiment s'excusait, sans justification, sans mais. Je sais, dis-je, sentant les larmes me monter aux yeux. Moi aussi. Elle partit et je pleurais pour la première fois depuis des semaines. Pas des larmes de tristesse, exactement, ni de joie, mais des larmes de libération, de fermeture, de possibilité. Le jour du déménagement fut chaotique et émotionnel. Les déménageurs arrivèrent à 8 heures du matin. Thomas les dirigeait avec une efficacité bourrue, chargeant les meubles, les cartons, toute une vie accumulée en 2 ans. Je restais surtout à l'écart, regardant depuis la cuisine. Isabelle était venue me tenir compagnie, sachant que j'aurais besoin de soutien. Comment tu te sens me demanda-t-elle. Comme si j'étais à la fois en train de mourir et de renaître, admis-je. C'est probablement parce que c'est exactement ce qui se passe, dit-elle sagement. Les enfants étaient confus et agités. Chloé pleurait, serrant son ours en peluche préféré. Lucas essayait d'être courageux, mais je voyais ses lèvres trembler. Mamie, dit Chloé en courant vers moi, je ne veux pas partir. Je m'agenouillai et la pris dans mes bras. Je sais, mon cœur, mais tu vas adorer ta nouvelle maison. Elle a un parc juste à côté. Mais je veux rester ici avec toi, sanglota-t-elle. Et tu vas me manquer terriblement, lui dis-je, mes propres larmes coulant maintenant. Mais tu vas venir me voir bientôt, je te le promets. Céline vint prendre Chloé de mes bras. Allez, ma chérie, il faut y aller. Elle me regarda par-dessus la tête de sa fille. Nos yeux se rencontrèrent. Tant de choses non dites passèrent entre nous dans ce regard. Prends soin d'eux, dis-je. C'est ce que je fais, répondit-elle, à ma façon. Je sais, dis-je. Et c'était vrai. Elle aimait ses enfants. Elle m'avait peut-être même aimé à sa façon tordue. Mais l'amour sans respect, j'avais appris, n'était pas assez. À midi, le camion de déménagement était chargé. Céline fit une dernière môme tournée de la maison, vérifiant qu'il n'avait rien oublié. Les clés, dis-je, tendant ma main. Elle me donna les clés et ce simple geste sembla finaliser tout. C'était vraiment fini. Ils partaient vraiment. Au revoir, maman, dit-elle. Au revoir, ma chérie, répondis-je. Appelle-moi quand vous serez installée. Elle hocha la tête, puis rejoignit Thomas et les enfants dans la voiture. Je les regardais partir depuis le pas de la porte, Isabelle à mes côtés. La voiture disparut au coin de la rue, et c'était fait. Ils étaient partis. Je rentrai dans la maison et la parcourus lentement. Tant d'espace vide, tant de silence. Comment tu te sens demanda Isabelle pour la deuxième fois ce jour-là. Je réfléchis à la question. Comment je me sentais? Triste, soulagée, coupable, libérée, effrayée, forte. Je me sens vivante, dis-je finalement. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens vraiment vivante. Isabelle sourit. Alors c'est un bon début. Oui, dis-je, regardant autour de ma maison recouvrée, mon espace, ma vie. C'est un très bon début.